Trouver satisfaction est souvent une recherche à tâtons. Parfois, on sait y appliquer une méthode, parfois, tout se passe par hasard. Il faut souvent insister pour trouver le bonheur, traverser des orages ou des moments de calme plat. Et quand bien même nous le trouverions, il nous faut encore l'entretenir, le préserver des conditions extérieures sans pour autant l'empêcher de se renouveler. Mais comme tout, celui-ci finit par vieillir, par lasser ou par mourir. Alors, il faut de nouveau partir à sa recherche. Cet épisode parle de cycle. Cette semaine, dans la vie des autres, Marine nous parle d'aller-retour en Europe, de moments solitaires entourés d'amis, de remises en cause et d'épuisement professionnel et surtout d'une recherche permanente d'un bonheur aussi difficile à trouver que délicat à conserver. Bienvenue dans la vie des autres. Salut Marine. Salut Camille. Je suis très content d'être là. Actuellement, donc, je suis localisé à La Corogne, dans l'appartement de Marine. La Corogne, c'est une ville d'à peu près 200 000 habitants, ça que tu m'as dit. 250 000 à peu près. Ouais. 250 000 habitants, toujours en plus. Qui est localisé donc à l'ouest de l'Espagne, au nord du Portugal. C'est un petit fait intéressant parce que ce dont on va parler aujourd'hui, ça inclut pas mal de voyages. Et on verra qu'il y a eu une paire d'allers-retours jusqu'à cette ville. C'est vrai. Ce dont on voulait parler, du coup, oui, c'est pas mal de voyages. Et ça a commencé quand tu faisais tes études à Nancy. C'est ça, en fait, à Nancy en DUT, on m'a proposé d'aller faire mon année de licence, ma 3e année en Erasmus. Et j'ai choisi de partir en Finlande pendant un an. Tu venais à la base de Nancy ou c'est Non, moi je venais... déjà un premier changement C'était déjà un premier changement à 18 ans en ayant le bac. Je suis partie de chez mes parents qui habitent en Champagne-Ardenne. Pendant 2 ans, j'ai été à Nancy. Donc j'avais déjà l'habitude d'être partie de la maison. Donc le fait de partir en Erasmus, ça me faisait moins peur parce que j'avais déjà l'habitude d'être toute seule et d'être indépendante. Et donc du coup, le choix s'est fait pour la Finlande parce que j'avais pas spécialement envie d'aller dans un pays hyper choisi pour l'Erasmus où j'allais me retrouver avec que des Français comme l'Espagne par exemple ou l'Italie où c'était des endroits en Erasmus où on sait que c'est là-bas où vont presque tous les Français. Ouais, et d'ailleurs je crois que l'Espagne c'est genre le pays qui accueille le plus en Erasmus. Enfin, il y a des stats souvent qui tombent comme ça où on voit qu'en Espagne c'est ça. Et ça va être l'effet auberge espagnole. En fait ça a été super mis à la mode avec le film et du coup les gens ils ont l'impression que l'Erasmus c'est le cliché, c'est l'Espagne. Et du coup, j'ai décidé de partir en Finlande parce que c'était une culture qui était très différente de la culture française. Et je me suis dit que ça allait être intéressant de découvrir un nouveau pays et que ça serait plus facile de le faire en Erasmus que de le faire en partant tout seul avec son sac à dos ou en essayant de trouver du travail, quoi, là-bas. Et du coup, c'était un peu implémenté dans ton cycle universitaire. C'est ça. J'ai toujours eu envie de parler plusieurs langues et du coup, je me disais que c'était un bon moyen aussi pour apprendre là-bas l'anglais, du coup. C'était plus pour ça que j'avais décidé de partir. Et donc tu partais, tu voyais ça... donc je connais déjà un petit peu ton histoire, je triche aujourd'hui en te posant des questions. Si je suis au courant, tu partais avec personne que tu connaissais à ce moment-là, personne ne venait de Nancy, n'était dans ta classe ou dans ton université et venait avec toi. Bon, c'était un nouveau départ. C'est ça, il y avait une fille qui venait de ma fac, mais au final je crois qu'elle est restée 3 semaines, elle a pas trop supporté, elle est repartie. Le premier jour, c'était vraiment toute seule et c'était l'installation. Il fallait que j'aille chez Ikea, dans un pays où on comprend rien dans les supermarchés puisque c'est écrit en finlandais, qui est une langue qui est incompréhensible. Et je me suis retrouvée chez Ikea et là, je me suis dit, ok, là, je sais pas comment ça va se passer cette année, mais là, t'es vraiment toute seule, il faut vraiment que tu te démerdes. Il n'y a pas d'autre moyen, là, c'est toi et toi-même. J'ai connu un peu la même expérience aussi, en arrivant dans un pays étranger, à me dire, ok, ça y est, maintenant tu es grand. C'est ça. Papa et maman, ils sont pas là, donc tu dois le faire, quoi. Et comment ça s'est passé cette année en Finlande, du coup, en général? En général, c'est Erasmus, donc je crois que ça c'est vrai pour tous ceux qui sont partis faire un Erasmus, c'est la meilleure année de ta vie. C'est une année un peu folle, ou c'est un peu une année entre parenthèses, où t'es vraiment dans un cocon d'innocence, de bonheur. On est jeune, on pense qu'à faire la fête et qu'à profiter, à voyager, à découvrir des cultures et des gens différents. Et du coup, ça a été une année hyper riche culturellement pour moi. Et j'en ai retenu que du positif. Tu t'es fait des amis, etc., que tu vois encore, ou ce genre de choses, des souvenirs? C'est ça, des gens une copine à moi qui est venue il y a 15 jours me rendre visite ici. Il y a 2 ans, j'ai un ami qui était venu me voir. On se parle toujours, même si on se voit pas toujours. On essaye de se voir de temps en temps. Là, tu parlais d'il y a 15 jours et il y a 2 ans. Du coup, ton année en Finlande, c'était il y a... Ça devait être en 2013-2014. Et là, on est en juin 2018 quand on se parle. Ça fait 4 ans.
Du coup, une fois que tu es revenu de Finlande, t'avais fini tes études? J'avais fini ma licence, et dans l'idée, j'avais pas l'intention de continuer, j'avais pas l'intention de faire un master. Et je reviens de Finlande, j'ai un bon niveau d'anglais, et mes parents me disent, mais ça serait bien que t'apprennes encore une autre langue, parce qu'aujourd'hui, avec français-anglais, c'est bien, mais ça serait bien que tu continues un peu, et du coup, c'était un peu le défi de se dire, comment je peux apprendre une autre langue. Et donc là, je me dis, pour apprendre une autre langue, il n'y a pas d'autre solution, il faut partir dans un pays. Il n'y a que comme ça que ça marche. Et surtout, en revenant d'Erasmus, il y a ce qu'ils appellent la dépression post-Erasmus. Pour moi, c'était un cliché, je me disais que c'était pas possible, qu'on pouvait pas être déprimé en revenant chez soi, avec les siens, en étant avec sa famille, ses amis qu'on a connus depuis toujours. Et en fait, après une année comme ça, il y a un décalage total qui se fait avec les gens avec lesquels on était avant de partir. Et on a voyagé pendant un an, on a été loin, et en fait, on n'a qu'une envie, c'est presque de repartir. Donc en ayant toutes ces données, je me suis dit, je vais repartir. Et j'ai décidé de partir en Espagne, puisque pour moi, l'espagnol, c'était une langue qui était importante à apprendre au niveau du travail, et au niveau dans le monde entier, c'est une langue qui est très utilisée. Donc du coup, j'ai trouvé un programme, il fallait que je trouve un moyen de venir en Espagne à travailler et en pouvant gagner ma vie. En fait, là, je te coupe, désolé, si je comprends bien, ton but c'était avant tout de venir en Espagne. T'avais ton but avant d'avoir le moyen ou la manière de le faire. En fait, je savais pas vraiment comment je pouvais y arriver, mais il fallait que je vienne en Espagne. Mon but c'était de repartir une année de plus, pour pas rester en France tout de suite, et pour apprendre une autre langue. J'avais décidé de partir en étant auxiliaire de langue, donc c'est l'équivalent pas un prof de français parce qu'on n'a pas le titre de prof, mais en gros d'enseigner la culture et la langue française à des collégiens ou des lycéens. Et j'avais demandé en fait l'Andalousie en premier vœu, les Asturies en deuxième, et en fait on m'a envoyé en Galice. Donc là où j'habite. Donc au nord du Portugal. C'est ça, là où j'habite, au nord du Portugal. On m'a dit, c'est comme ça, il y a que cette place-là, si tu veux partir, c'est en Galice. On m'avait pas donné la ville, on m'avait juste dit c'est la région, et une fois que t'as accepté, on te dira où tu pars. Donc en fait, j'ai un peu pris le risque de dire oui, je savais pas trop où j'allais me retrouver. Et en fait, un jour, on m'a appelé, on m'a dit la Corogne. Et je suis vraiment partie sans vraiment savoir où j'allais. J'avais jamais enseigné, je savais pas du tout le monde de l'enseignement, ce que c'était. Je savais pas où, c'était vraiment l'inconnu total. Tu es arrivé à la Corogne, en préparant ce petit bout de conversation. Je m'étais rappelé que tu avais passé une très bonne année, et quand on en a reparlé en préparation, tu m'as précisé que le début était pas gagné pour diverses raisons, le temps ou je sais pas trop. Alors comment est-ce que tu peux en parler? En fait, quand je suis arrivée au mois d'octobre, et ici il faut savoir que c'est la Bretagne espagnole, donc la météo c'est comme la Bretagne. L'année d'avant, ils avaient eu 90 jours de pluie sans aucune pause. Et donc j'arrive au mois d'octobre et c'est des jours de pluie mais sans fin quoi. Je me mets à ta place, tu imagines que tu vas en Espagne, j'imagine que t'as pris ton maillot de bain et tes shorts et... C'est ça, le cliché de l'Espagne, je vais manger de la paella, je vais boire de la sangria, il va faire 30 degrés. Ici, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les images qu'on a de l'Espagne. J'arrive au mois d'octobre et c'est la pluie. J'arrive, en fait, je pensais que je me débrouillais en espagnol et je me rends compte que les restes que j'ai en espagnol, c'est minime. Je me retrouve devant des classes d'élèves, ils ne comprennent pas un mot de français, je comprends pas un mot d'espagnol. La communication, elle est inexistante, on n'arrive pas à se comprendre. Moi, j'ai jamais enseigné, du coup, pour moi, c'est un peu un échec parce que je me dis, j'y arriverai jamais. Comment je vais réussir à leur donner des cours pendant un an quand on n'arrive pas à se comprendre? Et donc, du coup, quand je rentre en France au mois de décembre pour fêter les fêtes de fin d'année, je dis clairement à mes parents que j'ai pas envie d'y retourner, que je sais pas comment je vais finir l'année, Et donc je reviens en janvier vraiment parce qu'il fallait que je revienne et qu'il fallait que je termine mon année et qu'il fallait que je le fasse, mais c'était pas gagné du tout. Pas du tout. Du coup, ta vie ressemblait... il n'y avait pas énormément de bons moments dans ces 3-4 premiers mois en Espagne. Mais il y avait un peu parce que du coup, j'étais dans une communauté d'étrangers, où j'étais beaucoup avec des Américains, des Anglais, des Irlandais. Qui étaient également auxiliaires de langue. Qui étaient également auxiliaires de langue. Du coup, j'arrivais à avoir des petits moments de bonheur, etc. avec eux, puisqu'on sortait, etc. Mais j'étais pas comblée non plus 100%, quoi. C'était quand même compliqué, et ce qui se passait avec eux, ça avait du mal à passer au-dessus du reste, en fait. Et donc tu es revenu, donc j'imagine début janvier, après les fêtes en Espagne. Est-ce que les choses ont changé à ce moment-là? Au bout de quelques mois, on dit toujours quand on part à l'étranger qu'il faut 2 ou 3 mois d'adaptation avant de se sentir vraiment bien.
Après, je commençais à connaître du monde, je commençais à connaître la ville, les endroits où il fallait aller. Je commençais à vraiment être proche de certaines personnes, puisque au début, on se connaissait pas bien. Maintenant, je commençais à avoir vraiment des amis. Petit à petit, j'ai commencé à aimer la ville. Et après, avec le beau temps qui revenait, comme c'est quand même un endroit au bord de la mer et qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, j'ai commencé vraiment à découvrir ce qu'était la Galice, sa culture, ses habitants. Et du coup, ça a été de mieux en mieux, en fait, au fil de l'année. Si bien qu'au final, après ton mois de juin, j'avançais un petit peu, tu as décidé de rester en fait en Galice. Donc tu t'étais fait une vraie, entre guillemets, communauté, et tu y as vécu, tu as même choisi d'y avoir une vie, entre guillemets, professionnelle, de trouver un taf là-bas. En fait, au début, tu disais que j'avais fait je sais pas combien d'allers-retours, et en fait c'est ça, je suis rentrée chez moi en juillet pour les vacances. J'ai retourné en vacances pendant un mois avec ma sœur. Et en fait, au mois de septembre, quand je suis rentrée en France après être restée un mois, j'ai dit à mes parents, mais en fait, je vais y retourner, mais je vais y trouver du travail. Et donc, j'ai réussi à trouver un travail, j'ai commencé au mois d'octobre. Donc là, on est genre en octobre 2016 ? On est en octobre 2015. 2015, ok, octobre 2015. On est en octobre 2015 et je trouve un poste de service client de Zara.com. Parce que le siège social de Zara est ici. Et ils cherchaient des gens... Donc ici à la Corogne, je reprécise du coup. Ils cherchaient des gens bilingues pour les clients français. Donc je trouve un poste au début d'un CDD de 3 mois qui sera prolongé et en fait je vais y travailler pendant un an puisque je démissionne en octobre 2016. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi tu t'as tenu une année ou est-ce que ça a été difficile ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une fin de cycle ? C'était pendant une année, en gros c'était 3 mois, c'était un peu je vais revenir, je vais essayer de trouver autre chose qui me plaît mieux. Parce que moi j'ai étudié dans la communication, donc j'avais envie de trouver un job qui était plus dans ce que j'avais étudié. Donc au début c'était pour y revenir et puis au début c'était tout beau, j'étais revenue ici, c'était génial. J'ai rencontré mon ex-copain, ça a été super pendant le temps que j'étais là. En été, on se sépare avec mon copain. Au boulot, je vois que j'ai pas des possibilités d'évolution, je commence à en avoir marre d'être au téléphone toute la journée, d'avoir des plaintes parce que les gens ils appellent toujours pour se plaindre. Je commence un peu à dire, à être comme ils disent ici, quemada, brûlée en fait. Brûlée par le travail, brûlée par ma rupture. Mes amis qui étaient ici, ils s'en vont tous un par un et du coup je commence à me dire en fait j'ai peut-être envie un peu de rentrer chez moi. Et donc au bout d'un moment je décide je me dis mais en fait c'est plus pour moi et j'ai l'impression que c'est la fin effectivement de ma période ici, que j'ai été jusqu'au bout, que j'ai vu tout ce qu'il fallait faire, que ça y est, maintenant il est temps de passer à autre chose. Donc en octobre 2016 du coup, parce que je 2016. décale d'un an, donc en octobre 2016, pour toi c'est une fin de cycle à la Corogne. Ouais. Et j'y reviendrai. Et je pense que j'y reviendrai pas. Tu reviendras pas à ce moment-là, c'était un bon moment. T'en gardes quand même un bon moment à ce moment-là quand tu reviens j'en garde en France. un bon souvenir. J'en garde un bon souvenir, mais pour moi c'est fini quoi. Et je l'ai fait, j'ai été contente, etc. Mais on passe à autre chose quoi. Ton but quand tu reviens en France, c'est de retrouver un travail qui te plaît dans ta branche. C'est ça. En fait, je me dis que j'ai perdu du temps pendant un an, parce qu'à l'époque, je pense que j'ai perdu une année. Et je me rends pas compte que je suis presque bilingue en espagnol, que j'ai quand même appris plein de choses. Je me rends pas compte de tout ça. Pour moi, j'ai perdu un an. Et donc, tu arrives jusqu'au moment où tu te dis que tu as perdu un an. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, il y a des moments où... Ouais, je me dis, travailler au service client de chez Zara, en fait, j'ai perdu un an. Et donc, l'idée, c'est de rentrer en France et de trouver vraiment un travail en France dans la communication ou la communication digitale ou la communication en général. Du coup, tu te mets à chercher du travail et tu sais que tu pars avec l'idée de refuser ce qui correspond pas à ce que tu veux. À ce moment-là, tu sais exactement ce pourquoi tu pars, ce pourquoi tu postules et t'es pas décidé à te dire je prends n'importe quoi. Non. Et qu'est-ce qui va se passer du coup ? Tu vas avoir des offres que tu veux refuser, tu vas trouver des choses. Comment ça va se produire tout ça ? Donc, du coup, je reviens chez mes parents. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est assez important dans l'histoire aussi, parce que retourner vivre chez ses parents après avoir été indépendante pendant plusieurs années, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué aussi. Et là, je commence à postuler, je commence à avoir des offres, et en fait au début je postule un peu pour tout. Et quand je passe les entretiens et qu'on me propose à la fin, on me dit bah oui on peut vous prendre, en fait je me rends compte que j'ai pas du tout envie. Et donc après là du coup la sélection je la fais beaucoup plus, j'envoie mon CV qu'à certaines entreprises, j'envoie vraiment là où je me dis bah si on m'appelle demain j'ai vraiment envie de commencer. Ok, donc comme tu l'évoquais juste avant, c'est maintenant tu veux quelque chose qui te plaît quoi, t'es plus
t'es plus là juste pour, entre guillemets, un taf alimentaire comme certaines personnes le disent. C'est ça, parce que je me dis que je suis chez mes parents, que j'ai pas forcément de loyer à payer, que maintenant j'ai envie de trouver vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc, je dois reconnaître que c'est des mois compliqués, parce qu'on se rend pas forcément compte, mais quand on est au chômage, en fait on a une vie complètement décalée par rapport aux autres. On est tout seul toute la journée, on est dans une espèce de solitude un peu bizarre, parce que on n'a pas à se plaindre parce qu'on travaille pas, du coup on a du temps pour nous, mais en fait on a tellement de temps pour nous qu'on sait pas quoi en faire, et qu'au final on s'ennuie, et que c'est le matin recherche de travail, et l'après-midi on attend que quelqu'un revienne, on attend que les amis terminent de travailler, et c'est un moment hyper long. En plus quand on reçoit des refus, et qu'on voit qu'on n'avance pas, et que après être revenu d'Espagne, je sais pas trop ce que je veux faire, je suis un peu perdue, et en plus derrière... j'ai l'impression d'être toute seule, ça me donnait presque pas envie de rester en fait. Alors, je me disais, en fait, est-ce que j'aurais pas mieux fait de repartir ailleurs ou de rester? J'étais un peu dans un moment de doute. Ouais, de doute. Cette période, elle dure combien de temps? Je suis rentrée au mois d'octobre et j'ai recommencé à travailler en février. Février 2017 du coup, cette fois. Tu dis j'ai recommencé à travailler. En fait, j'avais une copine à moi que j'avais rencontrée à la fac, qui travaillait au Club Med et qui avait un poste de community manager. Donc elle s'occupait des réseaux sociaux d'un village vacances en particulier. Et elle m'avait un peu raconté ce qu'elle faisait et je trouvais ça hyper cool. J'avais dit mais c'est génial et tout. Et donc un jour elle me dit bah écoute, moi ton CV et je vais le faire passer à quelqu'un. Donc je lui redonne mon CV. Et en fait une semaine de vacances où j'étais venue à La Corogne en vacances pour revoir certains amis que j'avais ici, je reçois un appel du Club Med qui veut me faire passer un entretien pour le poste pour lequel j'avais envoyé mon CV. Donc depuis ici, en fait, depuis La Corogne, je passe un premier entretien téléphonique. Et ensuite, je pars à Paris passer un entretien pour être community manager pour le Club Med. D'accord, et donc à ce moment-là, pour toi, ce serait un taf qui te plairait, ça correspond à ce que tu veux? C'est ça, parce qu'il y a toujours l'idée du voyage, que j'aime toujours et que j'adore voyager. Il y a toujours l'idée aussi de l'échange culturel, il y a l'idée du tourisme, tout ça, avec la communication. Pour moi, c'était un mix, c'était super bien, quoi. Ça correspondait à ce que j'aimais faire, à qui j'étais, à ce que j'avais envie de faire. Et du coup, c'était pour moi un peu un poste idéal, quoi. Donc ça aurait été un poste qui, si je le comprends bien, aurait été dans un village vacances, en gros. C'est ça, pas en fait. sur Paris, pas dans un QG. Non, c'était pas dans les bureaux, en fait, c'était pas sur les sièges sociaux. C'était en village. Donc. Tu es reçu en fin d'année 2016 et tu commences en début d'année 2017 du coup à travailler pour le Club Med. C'est ça, je commence en février 2017 en Italie. Comment ça se passe cette période là-bas? Ça te satisfait? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent mal, des choses qui se passent bien? Quel est ton travail la journée? Il faut savoir que quand on est, ils appellent ça géo, donc gentil organisateur au Club Med, les gens ils nous disent, moi je me souviens d'avoir dit c'est génial, vous êtes en vacances toute l'année, vous pouvez profiter, mais en fait les journées de travail elles sont interminables. Il faut savoir qu'un géo il commence sa journée de travail, après ça dépend des services, quand ils sont dans les bars etc, ils commencent plus tard, mais moi je commençais à 9h du matin, je travaillais jusqu'à 18h officiellement, donc sur mon poste en soi, c'est-à-dire moi je m'occupais des réseaux sociaux, donc gérer les réseaux sociaux, mon poste de travail c'était 39 heures par semaine. Et ensuite, le soir, il fallait donc aller prendre sa douche, se changer, aller prendre l'apéritif avec les clients, aller dîner avec eux. Le midi, il fallait aller manger avec eux. Ensuite, il fallait participer aux animations, faire les spectacles. Il fallait rester avec les clients le soir pour danser, pour mettre de l'ambiance, pour qu'ils sentent que c'était un village où il y avait effectivement une bonne ambiance, etc. Et en gros, la journée de travail, elle s'est terminée. On n'avait pas le droit de partir avant minimum 23h minuit. Du bar, et ensuite ceux qui restaient c'était mieux presque en fait. Si tu restes, on voit que tu restes et qu'on voit que tu mets l'ambiance, t'auras des points pour aller dans un prochain village et peut-être choisir le village où t'as envie d'aller par la suite. Donc c'était une journée de travail qui commençait à 9h et au final on rentrait pas chez nous à dormir avant 1h, 2h, voire plus si on avait envie de rester plus longtemps. Et c'est un rythme que tu tenais du coup toutes les semaines On avait une journée de repos par semaine. Donc c'était 6 jours sur 7. Donc toi tu arrives en février 2007, j'imagine que la saison d'hiver elle commence quand même avant. La saison elle a commencé en décembre, j'arrive en milieu de saison en fait. Et donc elle finit fin mars. En fonction des villages, elle finit avril. Moi je reste jusqu'à avril, du coup ça me fait février-mars, ça fait 3 mois. J'y reste 3 mois.
Mais en fait, au début, c'est nouveau, ça me plaît, il y a une bonne ambiance, un bon chef de village, une bonne équipe. Le village est petit, donc il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est assez familial. Donc du coup, sur le coup, les heures, je les fais sans trop de problèmes. Et puis, je me dis que c'est sympa, c'est une expérience, etc. Donc, la première expérience est bonne, en fait. Même si c'est beaucoup de travail, même si c'est beaucoup d'heures, même si c'est de la fatigue, etc. Je me souviens pas m'être dit, il faut que je parte. Non. Je me disais, j'espère avoir un bon village en été. J'étais plus ambitieuse dans le sens, en plus, je m'en sortais plutôt bien dans mon travail, j'avais des bons retours par mes responsables. Donc j'étais assez satisfaite de ce moment-là. Tu vis, j'imagine, dans un microcosme où tu sors C'est ça. assez peu du peuple. Tes amis sont tes collègues, tes collègues sont tes amis. Et... C'est ça. En gros, tu vis dans un monde où les gens autour de toi soit travaillent, soit c'est la fête parce que c'est les clients, quelque chose comme ça qui ressemble à ça, par exemple. C'est une bulle, en fait, complètement. C'est une bulle. C'est la bulle Club Med. C'est tout est beau, tout est rose, c'est les vacances, c'est génial, on a tout ici. Restez avec nous, on est hyper sympa. Tout le monde est dans sa bulle. Autant les clients que les employés, en fait. Hein. On vit tous ensemble, on vit dans l'hôtel, donc... on n'a pas trop la possibilité de sortir en plus parce que nos jours de repos, quand c'est en plein milieu d'une montagne, pour aller à la ville d'à côté, il faut prendre un bus, enfin c'est pas très bien desservi. Du coup, on est presque tout le temps dans l'hôtel. On est un peu coupé du monde. Moi, je me souviens, les informations, je savais pas ce qui se passait en fait. Il pouvait se passer n'importe quoi dans le monde entier, en France, en Italie, n'importe où. On n'avait pas le temps de regarder des infos. Moi, j'avais un peu parce que je regarde sur les réseaux sociaux, forcément, je voyais des choses passer. T'es vraiment coupé du monde. Et du coup, il y a aussi un éloignement par rapport à la famille et aux amis, parce qu'on n'a pas le temps de leur parler. On n'a pas le temps d'envoyer un WhatsApp. Les gens me disaient, mais tu peux prendre 5 minutes pour m'écrire, mais en fait, on n'a pas le temps. Parce que quand on est dans l'hôtel, avec les clients, tu peux pas prendre ton téléphone et envoyer des messages pendant que t'es avec eux, donc c'est le soir à 1h du matin, mais à 1h du matin, après ta journée, t'as pas forcément envie d'être hyper communicatif avec tout le monde, et puis les gens ils dorment, et puis du coup, c'est vraiment une bulle. En fait, j'ai l'impression que ce dont tu parles, c'est que même quand t'étais dans tes moments de détente supposée, si tu passais un bon moment avec un client, par exemple, que tu trouvais sympa ou quoi que ce soit, il y avait quand même un petit aspect professionnel, un petit aspect travail qui était quand même un petit peu Bien sûr. En fond, en arrière-plan. Bien sûr, parce que l'image du Club Med, elle était en fait, c'était les employés qui la transmettaient en fait. Donc tu devais toujours être parfait, tu pouvais pas. C'était compliqué avec les clients d'être un peu naturel parce que en plus t'avais toujours quelqu'un qui surveillait, un responsable qui passait par là. Et en gros, t'étais l'image du Club Med, donc ton comportement allait refléter forcément l'image de la marque. Ouais, c'est même inclus dans le nom de ton poste en fait. Gentil organisateur, c'est gentil. Déjà dedans, ouais. Et du coup, forcément, même les moments effectivement où on se disait on peut être un peu plus tranquille, on est un peu en confiance avec les clients parce qu'on a mangé avec eux toute la semaine et qu'on a peut-être lié un peu quelque chose avec eux. Il fallait quand même, c'était pas nos amis non plus, quoi. On avait une certaine image à garder et en fait, je me disais souvent que j'avais l'impression de faire du théâtre toute la journée, en fait. D'avoir un rôle. Quand je mettais mon polo du Club Med, parce qu'on avait des tenues, tous les jours on avait une tenue différente. Quand je mettais mon polo le matin et que je descendais prendre mon petit déjeuner, j'avais l'impression que je rentrais dans un rôle, en fait. Et que c'était parti, j'avais mon rôle et ma pièce de théâtre pour toute la journée. Et que quand je retirais mon polo le soir, ou mon badge, je pourrais redevenir un peu moi-même, en fait. Et si tu travailles trop au Club Med, après, pour te réinsérer dans la société, ça doit être compliqué. Après cette première expérience, tu reviens en avril en France. C'est ça. Et tu rempiles, si on peut dire, pour une saison. C'est ça. Je crois que j'ai 15 jours de vacances. Le temps de rentrer, de changer les vêtements dans les valises, de prendre les affaires d'été. Et on m'envoie pour une ouverture de poste au village de la Palmyre Atlantique, côté de Royan. Où là, il y a rien du tout de digital, il y a rien qui a été fait, et en fait, on me dit, ta mission, c'est de tout mettre en place. Donc, ce qui est plutôt excitant, j'imagine. En fait, au début, j'étais hyper contente, parce qu'on me dit, on me propose quelque chose, ils ont confiance, c'est un challenge, c'est quelque chose d'important, donc je pars hyper motivée en me disant, c'est génial, je vais avoir des responsabilités, parce que c'est ce que aussi, moi, je recherchais, parce qu'au Club Med, on peut monter assez rapidement, en fait. Donc, c'était un peu mon idée. Et le challenge était effectivement énorme, parce que c'est un village qui est très grand. Il y avait rien du tout sur place, même rien que le réseau Wi-Fi fonctionnait hyper mal, donc pour travailler sur les réseaux sociaux et sur internet toute la journée avec un réseau Wi-Fi qui fonctionnait pas, c'était déjà un challenge.
Et donc du coup, sans les moyens, on me demande de faire des miracles. On me demandait de mettre en place des choses sur des télés avec des Windows 98 et des PowerPoint 98 et ils voulaient que ce soit quelque chose de digital. Donc en fait, il fallait que je fasse des miracles avec eux. Rien du tout. Et j'avais aucun support de mon chef de village, j'avais aucun soutien en fait de mes responsables en village. C'est parti dès le début d'un mauvais pied. J'arrive en village, je vois qu'il y a rien techniquement, j'ai rien pour travailler. Le chef du village me soutient pas du tout. La moitié des autres géos me disent mais qu'est-ce que tu fais là, tu sers à rien, on comprend pas ton poste. Ah, c'était à ce niveau-là, même chez les collègues qui étaient pas forcément hiérarchiquement au-dessus. Moi j'avais des collègues, quand je essayais de les impliquer un peu par rapport aux sociaux et d'aller les prendre en photo, etc. J'avais des collègues qui me disaient mais en fait, moi je peux faire le même travail que toi, t'es sur Facebook toute la journée, c'est pas compliqué, franchement. Le poste de community manager. Voilà, en fait, caricaturé. C'est ça, pas du tout compris. Et donc, du coup, on se sent, dans le premier village, ça m'avait pas autant marqué, j'avais eu quelques remarques, mais finalement, c'était une petite minorité. Et là, dans ce village, je me dis, mais, si personne ne veut comprendre ce que je fais et personne ne veut m'aider, si c'est moi contre tout le monde, ça va vraiment être compliqué. Est-ce qu'on peut résumer grossièrement et peut-être maladroitement en disant qu'il n'y avait pas une ambiance ouf, au moins pour toi, ou est-ce que c'est peut-être même en général, et qu'il n'y avait pas un management super, si de la façon dont je l'entends, on me demandait énormément sans avoir d'outils, sans avoir de quoi travailler, c'est peut-être un bon résumé, une mauvaise ambiance et un management... C'est clair qu'il n'y avait pas un bon management, il y avait pas un esprit d'équipe, chaque service travaillait pour soi, il y avait les services travaillaient pas entre eux, c'était vraiment chacun pour soi. Et du coup, ça a beaucoup joué aussi dans ma décision plus tard de partir parce que je voyais qu'il y avait pas de soutien. Alors donc t'es arrivé en mai. Oui, en mai. Et t'as pensé, donc là tu venais de l'évoquer, il y a un moment où c'était carrément partir et se démissionner de cet endroit. Mais j'ai eu un long moment, je pense que j'ai eu un mois où je réfléchissais, je voulais partir. Je pense que pendant un mois au moins, j'ai voulu partir et en fait j'étais amie avec un des RH du village. Donc RH c'est ressources humaines. Voilà. À chaque fois il essayait de me convaincre de pas partir. Et comme c'était un bon ami à moi, j'essayais de l'écouter, et en fait, pendant un mois, c'est lui qui a essayé de me dire, mais non, mais ça va passer, t'inquiète pas, puis tu vas pouvoir avoir des plus beaux villages par la suite, si tu restes au Club Med, t'as des possibilités d'évolution, etc. Et du coup, pendant un mois, alors que j'avais vraiment envie de partir, je suis restée en écoutant ce qu'il me disait. Donc la raison pour laquelle tu voulais partir, c'était mauvaise ambiance, mauvais management, mauvais équipement, et on te convainquait de pas partir en te disant, ce sera mieux plus tard. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'était quelque chose qui à toi te parlait, ou est-ce que tu refusais de partir pour d'autres raisons, peut-être que je me trompe, mais genre la peur de remords, une honte, un échec, un truc comme ça qui pourrait t'empêcher de faire le pas? Est-ce qu'il y a eu un autre sentiment que plus tard ce sera mieux? Et en fait, il y a surtout aussi le sentiment de j'ai vécu une mauvaise période en étant au chômage pendant quelques mois. Donc Louis, il est au mois d'octobre du coup, avant de prendre le premier village. Ça a été compliqué, j'ai trouvé un poste intéressant. Au final, le poste me plaisait, j'aimais bien ce que je faisais, ce que j'aimais pas c'était ce qu'il y avait autour, mais je suis dans un endroit international, je rencontre des gens du monde entier, des gens intéressants. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre tout ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer depuis zéro ? Est-ce que, effectivement, personnellement, même sans vouloir vraiment le penser, est-ce que ça va pas être encore un échec ? Comment je vais justifier ça sur un CV ? C'est intéressant ce que tu dis. Donc du coup, il y a une idée de regard des autres ou de mettre un échec en plus dans ce quelqu'un pourrait considérer comme un échec en plus dans ta vie et devoir l'expliquer. C'est ça, en fait. Presque devoir vivre avec. Parce que c'était compliqué aussi de dire, parce que les gens, pareil, c'était toujours au Club Med, c'est la belle vie, c'était compliqué de justifier qu'on pouvait démissionner du Club Med. Et pourquoi tu pars quand tu as la possibilité de voyager ? Et pourquoi t'es parti, et est-ce qu'au final c'est pas toi qui es faible et qui a pas qui sait pas supporter la pression, ou tu sais pas supporter les remarques de tes responsables, ou t'as une mauvaise gestion de l'autorité. Je me suis posé toutes ces questions aussi en me disant est-ce qu'au final c'est pas moi qui ai un problème. Mais après quand j'ai vu que c'était une mauvaise ambiance générale, qu'il y avait des démissions toutes les semaines, qu'il y avait des gens qui partaient toutes les semaines dans tous les services, etc. Je me suis dit, non, relativise. Donc, l'ambiance en général, tu n'étais pas un cas à part, en gros. Et du coup, j'ai relativisé, je me suis dit, non, mais attends, là, c'est pas possible, il faut penser aussi à ta santé, parce que,
Au d'un moment, à force d'être debout, parce que dans le premier village, je faisais pas les spectacles, mais celui-là, si. Il y a les répétitions jusqu'à tard, les spectacles. Le spectacle, c'est pas beaucoup, mais il faut quand même danser en plus de ta journée de travail. Derrière, tu fais un spectacle de peut-être 20 minutes ou 30 minutes, mais tu l'as quand même dans les pattes. Après, il faut aller danser avec les clients. Donc, vraiment, je me suis dit, mais ça fait déjà 6 mois que tu fais ça depuis le mois de février. Là, t'as plus envie, en plus, t'as plus rien qui te motive. Donc, du coup, vraiment, je suis passée par le dessus des critiques ou des peut-être que ça allait être un échec, etc. Juste, je t'interromps une petite seconde. T'en parles à qui à ce moment-là de cette démission? Parce que tu parlais donc d'un de tes amis du Club Med RH, mais il y a d'autres gens en dehors qui soit te soutiennent, soit à qui t'oses en parler, qui te disent de pas le faire, parce qu'on parlait justement juste avant du regard des autres également. Est-ce qu'il y a des avis extérieurs que tu considères ou non? Des gens à qui t'oses en parler Bah, j'en parle forcément à mes parents. J'en parle à mes parents avec un peu d'appréhension parce que j'avais peur qu'ils me disent ça, mais attends, t'as un travail, tu vas quand même pas lâcher un travail, etc. Qu'ils me disent prends sur toi, vraiment fais des efforts, etc. Et en fait, mes parents me disent, mais si c'est comme tu le racontes, si c'est comme ça, déjà tu fais une lettre au RH, aux ressources humaines, etc. Donc c'est eux qui m'ont conseillé d'essayer de parler du problème pour essayer de le résoudre d'abord. J'envoie une lettre au RH, etc. et qu'il n'y a aucun retour, aucun soutien de la part des RH. Et ils me disent au bout d'un moment, écoute Marine, c'est pas toi qui pars, c'est nous qui venons te chercher. On est arrivé à ce point de mal-être. Oui. Le matin, je me réveillais à 10 minutes avant d'aller au boulot et j'y allais reculant en me disant mais je vais pas envie d'y aller parce que je sais pas ce qui va me tomber dessus aujourd'hui, quoi. Quelles remarques je vais avoir, qu'est-ce qu'on va me dire. Du coup, mes parents m'ont dit mais il faut que tu partes. Et après, au sein du village, avec quelques amis, des collègues avec qui je m'entendais bien, dont ma coloc, et elle me disait, écoute, si ça va pas, elle me dit, c'est pas grave, tu trouveras autre chose, etc. Donc, en principe, les gens me soutenaient assez dans mon choix. Je me suis sentie assez soutenue au final. Et donc, entre le moment où t'as eu envie de partir, le moment où ça est devenu plus pressant, que c'est devenu un besoin, il y a eu combien de temps et comment ça s'est passé? Ça a été graduel ou est-ce qu'il y a eu des anecdotes beaucoup trop importantes pour qu'elles soient oubliées ou qui ont été la goutte d'eau qui fait déborder le vase? En fait, ça a été progressif, mais il y a eu des moments où effectivement je me suis dit, c'est pas possible. Quand on venait me reprocher d'aller toute seule au bar pour boire des verres alors que je buvais un verre avec des clients et qu'en fait on allait dire à mes responsables que j'allais au bar toute seule. Il y avait quelqu'un en fait derrière qui voulait me faire partir, qui avait un poste plus haut que moi et qui était j'ai un fort caractère et je lui avais rentré dedans plusieurs fois à cette personne en allant directement lui parler dans son bureau en lui disant si t'as quelque chose à me dire tu me le dis à moi, tu passes pas par quelqu'un d'autre. Et du coup derrière en fait je me rendais compte qu'elle il y avait une pression de la part de cette personne, tu crois? Ouais, clairement. Hein. Et du coup, il y a eu plusieurs petites anecdotes comme ça qu'on fait que je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà, j'avais l'impression d'être dans une école maternelle, dans une cour d'école maternelle, puisque c'était clairement un niveau, ce niveau d'âge-là. Et du coup, je me suis dit, non, je peux pas être dans un monde professionnel qui est comme ça. Je peux pas travailler autant pour au final pas profiter, etc. Donc, c'était progressif, mais il y a eu quand même quelques moments clés où je me suis dit, c'est pas possible. Donc, du coup, tu poses une lettre de démission. C'est ça. Et tu pars du Club Med. Et donc, en attendant, je fais mon travail, mais vraiment relax. Hein. Je fais le strict minimum, parce que j'ai pas spécialement envie non plus de les aider. Je pars début août du Club Med. Donc, tu pars début août, c'est un soulagement? C'est un soulagement, ouais. C'est un soulagement, en plus, je sais que je pars en vacances plusieurs semaines avec mes parents et ma sœur, que je vais retrouver un peu de temps, que je vais pouvoir me reposer, que... je vais pouvoir profiter d'eux parce qu'au final je les ai pas vus non plus de tout ce temps-là et c'est enfin quoi. Enfin je vais retrouver une vie normale. Mais normale c'est compliqué parce que le retour à la vie réelle après le Club Med c'est aussi une étape en fait. C'est la sortie du microcosme. La sortie du microcosme, c'est pardon. Ça, c'est une claque. T'étais dans ta bulle et en fait on te sort et il faut que tu reprennes des habitudes que tu n'avais plus. Donc à partir de ce moment-là, tu pars du Club Med. De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce qu'en partant du Club Med, tu as déjà une idée? Est-ce que tu commences tout de suite à réfléchir à ce que tu vas faire dans les jours, semaines, mois, années qui viennent ou... Je pars du Club Med et je pense vacances, puisque je sais que je vais partir en vacances. J'oublie que je vais être de nouveau au chômage, que je vais devoir retrouver du travail. C'est vraiment d'abord profiter. Et ensuite, quand je reviens de vacances fin août, là je me dis bon ben ok, retour à la case départ,
Donc il faut trouver du travail en France. Donc je recommence à renvoyer des CV. Pendant cette recherche, je me rends compte qu'avec une licence, je vais avoir du mal à trouver du travail dans ce que j'ai envie de faire. Et si je reprenais mes études? Et en fait, je commence à réfléchir à ce que j'ai vraiment envie. Est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre mes études? Si oui, ou ça? Qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir? Est-ce que j'ai envie de rester dans la communication? Et du coup, je me pose une question. Et au fur et à mesure, je me rends compte en fait que là où j'étais le mieux et là où j'avais été le mieux de toutes mes expériences, c'était en Espagne. À la Corogne. À la Corogne. Où tu avais été auxiliaire de langue, où tu avais travaillé pour Zara. C'est ça. Alors que ça s'était mal passé au début. Que leur mode de vie et que leur façon de vivre me plaisait beaucoup, que j'étais bien dans la ville, parce que c'est une ville assez petite, mais au final il y a tout ce qu'il faut, que tout ça faisait que je me voyais y vivre en fait. Et donc en fait je commence à chercher comme ça, je me dis bon bah qu'est-ce que... Et là je retrouve un master. Je m'inscris mi-octobre, je crois, et les cours commençaient dans 15 jours. Donc j'avais 15 jours pour refaire mes valises, revenir, trouver un appart, ce que je fais sur un coup de tête en me disant, mais enfin, c'est peut-être la chance de ta vie, c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses. J'hésite pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, j'en discute avec mes parents. Et au final, du jour au lendemain, je me dis, bon, bah c'est bon, allez. Est-ce qu'il y a un petit moment de réflexion qui ressemble à... on s'en fout, fuck it, il faut que je le fasse parce que ça me plaît et on verra après. Ouais, parce que je me dis, t'as 24 ans, au final t'as une licence, t'as déjà travaillé pendant 3 ans, t'as déjà voyagé, t'as pas rien fait déjà avec 24 ans, t'as déjà fait plein de choses. Ton CV, t'as déjà plusieurs expériences, etc. Je me dis, c'est pas grave de peut-être de se dire, bah je me suis trompée, j'aurais pas dû partir d'Espagne, je me suis trompée. J'aurais dû y rester, enfin, en fait, je relativise beaucoup en me disant, bah, c'est pas grave, quoi, genre, c'est pas une fatalité, c'est pas un échec non plus, donc je me dis qu'il faut que je le fasse. Donc, tu reviens en Espagne, donc, je pense qu'on peut dire que c'est la situation actuelle, là, on est en juin 2018, t'es arrivé en octobre 2017, on disait donc. Et actuellement, t'es contente de cette décision que t'as prise en octobre 2017? Ici, je me sens chez moi. J'ai mon appartement et c'est mon chez moi. Quand je marche dans la rue, j'ai l'impression d'être chez moi. Je me sens pas comme une étrangère, une expatriée qui vit. Enfin, je suis expatriée bien sûr, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans un endroit qui est chez moi. Donc du coup, je regrette pas du tout. Je regrette pas d'avoir fait ce master. Je regrette pas du tout d'avoir pris cette décision, même si parfois effectivement le fait d'être loin de ma famille, etc., c'est peut-être le plus compliqué. Mais au final, j'ai décidé de prendre cette décision pour être heureuse et je crois que dans ma démarche, j'ai réussi à ce que je voulais faire en fait. On va arriver, je pense, aux questions de la fin. Je vais essayer de rebondir, ce qui est pas évident, sur ce que tu as dit plus tôt. Il y a plein de fois où tu as mentionné la notion de jouer un rôle des autres. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui... Déjà, est-ce que ça a vraiment existé dans ta vie? C'est une impression que j'ai. Est-ce que également c'est quelque chose qui t'a mené à des regrets, à faire des mauvais choix? Et est-ce qu'au final, les choix que tu regrettes le moins sont pas ceux que t'as fait par envie? En fait, je pense que ça c'est vrai. Et je pense que ça a joué... Les autres ont joué un rôle dans ma vie jusqu'à... Il y a peu de temps en fait. Je pense que pendant longtemps, je me suis dit qu'est-ce que vont penser mes parents, qu'est-ce que vont penser... qu'est-ce que va penser un employeur en lisant mon CV si je suis partie, que j'ai démissionné de deux postes différents, parce que j'ai démissionné de chez Zara, j'ai démissionné du Club Med. Comment je vais justifier de démission? Si je m'en vais, qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que vont penser mes amis? Je pense que ça a joué un certain rôle, et effectivement, comme tu le dis, jusqu'au point où, quand j'ai décidé de revenir ici, un peu à l'encontre de ce que mes parents avaient envie que je fasse, puisqu'ils étaient pas spécialement hyper d'accord au début. Je me suis dit, mais en fait, tu l'as fait parce que toi, t'avais vraiment envie de le faire. Et en fait, c'est ce qui t'a rendue la plus heureuse. Donc, depuis peu, je me fie beaucoup moins à ce que les autres peuvent penser et je fais beaucoup plus les choses par rapport à moi, ce que j'ai envie de faire. Et parce que tout ça, avec l'expérience, je sais ce que j'ai envie, je sais ce que j'ai pas envie. Et forcément, du coup, je me goûte beaucoup plus moi que ce que les autres peuvent penser. Aujourd'hui, tu parles de mauvaises expériences et pourtant qu'elles t'auraient appris des choses. Est-ce que tu regrettes ces mauvaises expériences ou est-ce que tu as des remords par rapport à d'avoir, par exemple, pris un mois et demi à démissionner du Club Med? Est-ce que tu penses que tu as perdu du temps? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des mauvaises expériences, au contraire, t'ont appris quelque chose et que t'es en gros
peut-être pas reconnaissante, mais un sentiment qui ressemble à ça? En fait, tout à l'heure, quand je te parlais de Césara, je t'ai dit au début, je pensais que c'était une mauvaise expérience, enfin, j'ai l'impression d'avoir perdu un an, etc. Maintenant, je me rends compte que il y a jamais de temps perdu, que de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai vécu dans n'importe quel pays ou n'importe quel endroit, et j'ai toujours appris des choses. Je me dis que si je suis passée, peut-être que si j'avais pas été au Club Med, je serais peut-être pas revenue ici, en fait. Parce que si j'avais pas été au Club Med, peut-être que j'aurais trouvé un poste ailleurs en France et que ça se serait bien passé. Donc je me dis que si je suis passée par ces étapes, c'était parce qu'il fallait que je passe par ces étapes. Donc au final, je regrette pas, parce que je pense qu'il faut pas non plus regretter. J'ai rencontré toujours dans toutes les expériences que j'ai eues des gens géniaux avec qui j'ai toujours des contacts de partout, de toutes mes petites expériences que j'ai eues. J'ai forcément appris des choses, on apprend forcément. Et au final, j'ai jamais été non plus hyper malheureuse. Enfin, faut relativiser en fait. J'étais en France, même si c'était au Club Med, j'étais quand même pas j'étais pas enfermée dans une prison. Enfin, il faut quand même voir la chose comme ça aussi. Après, c'est sûr que c'était pas forcément facile, mais je pense pas que je regrette vraiment ce qui s'est passé. Tu fais partie de ces gens qui disent même si j'y arrive pas, ça reste un entraînement en gros. Enfin, ça reste une période utile pour apprendre. Oui, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez positif et que du coup je me dis que pas grave, vaut mieux peut-être échouer maintenant que me rendre compte que à 40 ans de me dire en fait ce que j'ai fait ça va pas du tout et de devoir tout recommencer à 40 ans. Je préfère me dire que je peux me tromper maintenant, en gros, que c'est pas grave en fait. Et après de me dire même si je me suis trompée, même si c'est pas ce que je pensais, mais j'ai pris le risque que je l'ai fait. Et au final j'en sors plutôt contente puisque j'aurais pas de regrets, je l'aurais fait en fait. Si ce qui se passe à la fin c'est pas exactement comme je l'aurais espéré ou que ça s'est pas passé parfaitement, c'est pas grave parce que j'ai ajouté une expérience à mon CV, à ma vie ou à ce que tu veux en fait. Donc du coup je préfère peut-être me tromper et pas regretter que être trop être dans la sécurité. Voilà, d'être trop dans la sécurité en fait, de trop rester dans mon petit confort et de pas vouloir trop en sortir. Après, mais ça c'est chacun, il y a des gens qui vont voir la vie d'une autre façon, mais moi c'est comme ça que je la vois en fait. Je pense qu'on peut arrêter sur la façon dont tu vois la vie. Ouais, pas avoir de regrets. Merci Marine. Merci à toi d'avoir accepté de me parler et à très bientôt. Merci. Et voilà, la vie des autres, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie infiniment Marine de m'avoir offert de son temps afin de me raconter ses pérégrinations en Europe. Durant le montage, je me suis rendu compte que le secret de Marine, c'était d'avoir toujours su rester active, d'avoir su s'empêcher de se satisfaire d'un inconfort. Elle était perpétuellement en mouvement et je crois que c'est une jolie qualité. En tout cas, j'espère que vous avez autant apprécié écouter cet épisode que j'ai aimé le faire. Vous pourrez suivre l'actualité de la vie des autres sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Vous reconnaîtrez le logo orange vif. Encore une fois, un énorme merci d'être arrivé jusqu'ici dans l'écoute de la vie des autres. Je vous demande quelques dernières faveurs. Si vous avez aimé cet épisode, diffusez-le autour de vous, partagez-le. Également, je vous invite à recommander la vie des autres sur Apple Podcast, c'est un système d'étoiles. Ça aide énormément pour toucher de nouvelles personnes. Si vous avez envie de me contacter pour me critiquer, me congratuler, faire des suggestions ou n'importe quoi, il y a une adresse email, lavidesautres.podcast@gmail.com. Et enfin, le point le plus important, si vous désirez me raconter votre histoire, anonymement ou non, en 10, 30, 45 minutes, peu m'importe, n'hésitez pas à me contacter via l'un des moyens que j'ai mentionnés. Merci 1000 fois d'avoir écouté la vie des autres, ça compte énormément pour moi. Et à très bientôt autour de vos histoires.